Et pour mener ces échanges, je reçois sur ce plateau Monsieur Luc Adolphe Thiaw. Il est le président du Rassemblement patriotique pour le développement RPD. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Nous disons également bonsoir à Pascal Zaïda, le porte-parole de la Coordination nationale pour une transition réussie CNTR. Bonsoir. Bonsoir. Et bonsoir à Ousmane Paré, journaliste. Bonsoir Vanessa, bonsoir madame, bonsoir monsieur. Alors, je le disais tantôt, le Burkina s'enlise sur le plan sécuritaire. Les alertes et les détresses des populations, ce n'est plus un secret. La question que l'on se pose tous, pourquoi cette inaction? Luc Adolphe Thiaw. Merci beaucoup, mais je ne crois pas qu'on puisse parler d'inaction. Je pense qu'il y a des choses qui se passent sûrement sur le terrain. Maintenant, comme vous l'avez dit, il y a un constat qu'on a comme l'impression qu'il y a une recrudescence des attaques terroristes dans certaines parties de notre pays. Ce que je peux faire comme commentaire, je pense que c'est vrai que la raison principale du changement de pouvoir au Burkina, c'est la question sécuritaire. Mais je pense aussi qu'il faut, tout en comprenant l'impatience des Burkinabés, l'impatience des uns et des autres, et puis la détresse des populations dans des zones actuellement sous contrôle terroriste, peut-être qu'il faut encore patienter quelque temps pour voir réellement la stratégie offensive que le nouveau pouvoir a décidé de mettre en place. Est-ce qu'on n'a pas suffisamment attendu? Non, je pense que en un mois, on ne peut pas changer ce qui dure depuis 7 ans. Et je ne suis pas militaire, mais je me dis que la réorganisation doit prendre sûrement un peu plus de temps qu'on ne s'y attendait. Mais les acteurs ne sont pas nouveaux, ils étaient au cœur même de l'action dans la lutte contre le terrorisme. Ils sont censés connaître le terrain. Absolument. Mais comme ils ont dit qu'ils sont en train de se réorganiser, parce qu'ils connaissent mieux le terrain, probablement qu'ils sont en train de se réorganiser, de revoir un nouveau dispositif. Vous savez, ils ont mis en place, par exemple, le commandement des opérations du théâtre national, qui est une nouvelle structure qui me paraît, qui devrait être normalement, elle est innovante, elle devrait être efficace. Bon, il faut qu'elle monte en puissance. Mais je pense que cette structure ne pouvait pas fonctionner étant donné que le gouvernement n'était pas mis encore en place, parce que c'est un arrêté interministériel qui va donc donner les attributions de cette structure. Mais ceci étant dit, je suis d'accord avec vous, Madame Diasso, que les Burkinabés sont impatients et attendent des résultats. Alors Pascal Zaïda, l'inaction dont nous observons actuellement, est-ce que ce n'est pas plutôt le fait que les militaires s'intéressent plus à la politique que finalement à faire la guerre? Non, je pense que ce que vous dites n'est pas ce que nous pensons. Et je rejoins entièrement donc à son Excellence M. Thiaw. C'est vrai que les gens sont pressés, ils sont impatients. Nous avons particulièrement échangé avec le chef de l'État d'Amiba lors de la rencontre avec les OSC. Alors vous dites impatient, pressé, mais comment l'être autrement lorsque des populations ont faim, ont soif, sont dans l'obscurité? Comment l'être autrement? Ce n'est pas un élément nouveau, mais à l'heure où nous sommes, je pense que les militaires sont en train de s'organiser pour enfin faire face donc à tous ces défis. Vous comme moi et d'autres structures, au bout de 6 mois, 1 an, nous allons donc procéder à une évaluation pour voir ce qui a été déjà fait. Alors, la question militaire, comme les amis le disent, c'est la grande muette. Il est difficile de rentrer dans une famille lorsque vous n'êtes pas intégré dans la famille. Il est difficile de savoir ce que les autres décident lorsque vous n'êtes pas associé aux prises de décision. Mais je pense qu'ils pourront éventuellement arriver, en tout cas, à faire repousser donc l'ennemi et voir comment on peut donc faire redéployer les déplacés internes dans les localités d'origine. Et tout cela avec le concours, bien évidemment, des forces Barkhane et aussi le concours de tous les acteurs. Donc pour ce côté, notamment la question militaire, j'ai foi qu'il y aura une évolution. Et sur ça, je ne discute pas trop pour ça. Alors Ousmane Paré.
Avez-vous la même foi que Pascal Zaïda? Pas du tout. Moi, je crois que la déception s'installe de plus en plus. Hein, et les raisons qui ont conduit en réalité au coup d'État sont toujours là. Et si on dit qu'il faut du temps, est-ce qu'on a assez de temps justement pour attendre? Pour moi, c'est la grosse question. Parce que l'étau se resserre davantage sur les militaires. Est-ce qu'on aura le temps justement de s'organiser, de faire justement, d'attendre? Ce n'est pas du tout évident parce que les populations sont frustrées. Autant eux, ils n'ont pas patienté pour attendre que Roch Kaboré mette en place sa stratégie, autant les populations ne vont pas du tout patienter. Moi, la grosse inquiétude, je le disais déjà sur Roch Kaboré, c'est que les populations déplacées internes commencent à migrer sur Ouagadougou ou commencent à organiser les manifestations comme toutes les autres personnes. En ce moment, qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qui va advenir? Parce que les gens ont faim, les gens ont soif, les gens n'ont plus où aller. Kaya, vous avez vu comment la population s'est multipliée en un rien de temps. Ouagadougou ne pourra plus contenir davantage les populations. Djibo, on n'en parle pas. Et quand ces centres-là, à un certain moment, sont remplis, c'est comme une sorte de bouteille. C'est rempli, ça explose. Il n'y a pas d'autre solution. Ça, c'est le premier élément. L'autre élément qu'il faudra prendre en compte, ce sont les terroristes. Avant que Roch ne tombe, tout le monde savait que quand il y a des périodes comme ça, ils en profitent. Il faut qu'ils marquent le terrain. Donc, avant que les gens ne puissent revenir. Et ils n'ont pas le temps de se préparer. Donc, la grosse inquiétude, si aujourd'hui les terroristes font une grosse avancée donc, vers les grandes villes, vous savez, Tougan est pratiquement presque pris. Ouagadougou, c'est déjà presque pris. Djibo, on n'en parle pas. Banfora, on n'en parle pas. Imaginez que toutes ces villes-là soient occupées demain par les terroristes. Bon, moi je pense que... Bon, qu'est-ce qu'on devient? Donc, en fait, je suis dans une logique pour dire tout simplement qu'il n'y a pas de temps. En fait, il faut tout simplement agir, quoi. Ouais. Non, ce que moi je vais dire, M. Paré, non, je comprends. Mais c'est en fait, quand vous faites un développement comme ça, c'est quoi après? C'est en réalité, il faut éviter de tomber dans la dramatisation. Est-ce qu'on dramatise? Oui, moi je pense que non. En fait, c'est un débat assez... C'est un débat dans lequel... qui n'est pas facile parce que si nous voulons, effectivement, nous comme Zaïda a dit, nous pensons que les choses vont être reprises en main. Mais il ne faut pas que les gens aient l'impression que nous, on minimise ce qui se passe sur le terrain. Mais nous pensons qu'il ne faut pas dramatiser parce que ça, c'est un autre élément aussi important. Vous savez, la guerre, elle est psychologique. Si dans votre approche, vous ne voyez que du négatif, ben nécessairement les gens vont désespérer et le terrorisme va prospérer. Moi, j'ai dit, faisons leur confiance. Il y a un mois il y a un mois et poussière qui sont arrivés au pouvoir. Il y a à peine une semaine qu'ils ont mis en place un gouvernement. On attendra le Premier ministre à l'Assemblée nationale qui va dévoiler sa politique, son discours de politique générale. Et en ce moment-là, il va falloir qu'on ait une visibilité et une lisibilité de la nouvelle politique. Mais pour le moment, on ne peut pas s'en prendre comme ça au président de la transition. Je voudrais ajouter au propos de son Excellence. Vous savez que quand on a rencontré le président d'Ameba, j'ai dit les rencontres avec les OAC, il a bien dit qu'ils ont identifié ceux qui nous attaquent. Alors, est-ce un fait nouveau? Bon, c'est ma première fois d'entendre ça quand même. Hein. Ma première fois, sous l'ère Kaboré. Il y a quelques attaques qui ont tout de même été revendiquées. Le même Simon Comporé a toujours dit qu'il connaissait qui nous attaque, il n'a jamais dit qui nous attaque. Et moi, je suis sorti, j'ai dit il faut mettre fin à tout ça, on m'a arrêté. Le président Kaboré, à un moment donné, il a passé par la diversion. Mais moi, je prends les gens au mot. Le président d'Amiba a dit que ceux qui nous attaquent sont identifiés. 95% de ceux qui nous attaquent sont des Burkinabés. On ne va pas déclarer la guerre à nos frères, mais on va exploiter d'autres issues. Cette issue, c'est quoi? Pour moi, c'est la négociation. Mais je pense qu'à l'heure où nous sommes, ils sont en train de s'installer, que ce soit l'administration publique, que ce soit au niveau de l'armée et autres, ils sont en train de se redéployer, de s'installer. Et nous-mêmes, nous sommes plus pressés que vous, journalistes, pour savoir réellement ce qui va se passer dans les jours ou les mois à venir. Alors, Pascal Zaïda, ce sont des populations civiles. Excusez-moi, j'ai fini. Allez-y. Parce que vous savez, ce n'est pas un fait nouveau. Voilà. Vous savez, depuis 7 ans, le pays a été envahi par les prédateurs. Et ces groupes
qui nous attaquent. Il y a des narcotrafiquants, il y a des bandits, il y a des terroristes, et il y a des escrocs. Tout est mélangé. Mais moi, ça m'étonne aujourd'hui que la presse veuille nous montrer qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à cette situation. Parce que nous-mêmes, nous étions, dès les premiers moments, à dire, cette situation-là, il faut trouver la solution. Ils ont bien dit qu'ils savent qu'ils nous attaquent et ils vont trouver une solution pour mettre fin à cela. C'est vrai que moi, j'étais à Koudougou. Hier, j'ai appris qu'il y a eu un bus qui est sauté sur... Voilà, non, j'étais à Koudougou depuis hier. Okay. Un bus qui est sauté sur une mine. Bon, je pense que dans la dynamique de l'action, nous supposons, entre guillemets, qu'ils vont arriver à atteindre l'objectif recherché, qui est évidemment la sécurisation de ce pays. Si ce n'est pas tard. Voilà, et rien n'est tard. En fait, pourtant, comme le dit clairement Nazi Boni, plus tard, ce sera peut-être trop tard. Je suis bien conscient de ce que le discours peut avoir comme impact. Le problème qui se pose, c'est quoi? C'est que ce que vous dites, en fait, avec Sou Roch Kaboré, c'est la même chose. On disait, non, patientez, ça va venir. Je prends un élément très simple. Comme le disait tantôt donc, monsieur le Premier ministre, le problème aussi se trouve dans les discours. Parce que quand vous laissez la population, vous ne leur dites absolument rien. La lutte contre le terrorisme, ce n'est pas seulement l'aspect militaire, ce n'est pas seulement l'aspect, en fait, le combat sur le terrain. Mais voilà, il y a aussi la communication. Aujourd'hui, quel est le message que l'actuel gouvernement, que le pouvoir actuel adresse à la population pour me dire de patienter qu'il y aura quelque chose? Il n'y a aucun message à mon endroit. Non, les gens à Djibo crient, les gens pleurent un peu partout. Il n'y a aucun message à leur endroit. J'étais de ceux qui étaient très contents quand on a mis en place ce commandement. Même si je trouvais qu'il y avait un souci avec le décret qui devrait être interministériel parce que ça allait prendre du temps. Et en dehors de cela, sur le plan de la communication, comment est-ce qu'on s'organise déjà pour faire comprendre aux populations qu'on n'est plus dans l'ancienne situation, mais qu'il y a des choses qui sont en train de venir? Il n'y a pas ça. Donc, en fait, la psychose, ça continue d'exister. Les populations continuent d'être, comment dirais-je, impatientes. Et les gens se disent, aujourd'hui, pas que les gens se disent, il suffit seulement de sortir, vous discutez avec. Moi, j'ai discuté avec des gens qui sont dans beaucoup de localités, à Thiou, un peu partout. Mais qu'est-ce que les gens vous disent? On pensait que l'arrivée des militaires allait résoudre le problème. Mais on se rend compte que la situation est toujours pareille. La conséquence, c'est que ce que vous ne savez pas, c'est que ces derniers temps, il y a beaucoup qui sont résignés à rejoindre les terroristes. Parce que les gens n'ont plus espoir, et donc ils disent qu'il n'y a plus rien à attendre. Alors, Ousmane Paré, la question également qu'on se pose, c'est où sont ces organisations de la société civile qui scandaient sécurité, plus de sécurité, permettant au PDI de regagner leur localité? On voit que ces différentes OSC sont devenues miettes. Non. Si c'est ça, c'est moi vous adresser la parole. Je vais vous répondre. Allez-y. Madame Diasso, vous savez que c'est comme on l'a dit dès le début, on dit que vous êtes pressé. Tel que Paré venant d'exposer la situation que nous vivons, il a tout à fait raison. Nous, au niveau de la société civile, on avait un idéal. Cet idéal-là, c'est qu'on va faire en sorte pour sécuriser le pays. Bon, je peux vous dire la vérité devant les hommes et devant Dieu. Et nous ne sommes pas associés dans les prises de décision. Donc, nous ne savons pas comment le système est organisé. Nous n'avons que notre seule voix pour dire ça et ça, faites très attention, ça et ça, voilà ce qu'il faut faire. Alors, mais vous nous connaissez, on n'est pas là pour faire plaisir à quelqu'un. Ce qu'on a demandé depuis longtemps, et ce changement est intervenu évidemment. Nous sommes dans un processus d'observation, sinon personne ne peut nous empêcher de dire ce qu'il y a. Pour la question sécuritaire, je vous le dis et je vous le répète, nous étions aux assises nationales, son excellence était là. C'est la question sécuritaire qui a amené les membres des assises là à accepter les 36 mois de transition. Nous nous sommes dit, si à l'issue des 36 mois, il n'y a pas la sécurité, on fait quoi? Donc, ces questions que vous êtes en train d'évoquer, je pense que son excellence est là, on a été conscient, on en a discuté, et chacun au moins est conscient que le Burkina Faso doit évoluer. Les gens sont venus avec une nouvelle dynamique. Bon, je pense que le 24 janvier à aujourd'hui, bon, c'est vrai qu'on est impatient, mais nous-mêmes, nous sommes plus pressés que vous, journalistes. Mais je ne parle pas seulement en tant que journaliste. C'est pour vous dire, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, la question qui a amené ce renversement, ce changement, c'est lié à quoi? La question sécuritaire. Et les militaires sont conscients
Bon, maintenant, à la différence d'une insurrection, je pense que c'est les militaires qui sont aux commandes, ils font ce qu'ils veulent. C'est pas évident de dire qu'ils sont... Non, Absolument, je vous dis ce que je sais, ce que j'entends et ce que je vois. Nous aussi, Vous êtes certainement Voilà. dans les secrets des dieux. Voilà. Non, loin d'être dans le secret des dieux. Nous sommes aujourd'hui conscients que, je vous dis bien, moi je prends les gens mot par mot. Le président d'Amiba, lorsqu'il nous a rencontrés à Kosiam, il a bien dit clairement comment ils vont adopter la stratégie pour lutter contre l'insécurité et le terrorisme. Parce que ce sont des éléments liés. Il a dit, ceux qui nous attaquent sont identifiés, on va changer de stratégie. Mais évidemment, on attend la mise en œuvre de cette stratégie. On va dire quoi de plus? Alors, vous dites attendre, oui, mais ce sont des populations civiles qui meurent. Vous avez d'ailleurs fait cas du dernier fait en date, ce car de transport en commun qui a sauté sur une mine ce matin, sur l'axe Kaya-Dori, entre Taparko et Tougouri. La question est, est-ce que les groupes armés ne veulent pas justement bloquer Dori après avoir encerclé Djibo? D'accord. Bon, vous me permettez de dire, c'est vrai, c'est bon de rester dans ce constat de la situation avec des projections pessimistes, comme je dis. Et j'ai l'habitude de dire que nul n'a le monopole de la solution sur la question terroriste. Et les exemples existent à travers le monde. Au Mali, c'est depuis 2012 qu'ils sont dans cette lutte-là. En Afghanistan, vous avez vu, ça a mis combien d'années avant qu'ils arrivent que la situation arrive aujourd'hui. Alors, ce que doit changer, je pense qu'on fait le constat, ce qui doit changer, je pense que non seulement le discours doit changer, mais aussi il faut une nouvelle stratégie dans laquelle les populations sont réellement impliquées dans la lutte contre le terrorisme. Puisque les acteurs terroristes sont à l'intérieur de la société, c'est à l'intérieur de la société qu'il faut agir maintenant. Trouver effectivement des résistants, si pas pour ce mot, il faut qu'on ait des résistants. Il y en a déjà, il y a des VDP. Oui, ils sont passés. Les VDP, moi, finalement, vous savez, il faut qu'on dépasse cette guerre qui est menée par des élites. Excusez-moi le terme. Je parle d'élite en tant que les militaires, les VDP. Il faut qu'on passe à une guerre populaire. Il faut qu'il y ait une guerre populaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout Burkinabé où il se trouve doit être un soldat prêt à combattre sur le front. Est-ce que ça n'ira pas dans tous les sens? Ça n'ira pas. C'est une question de coordination. Ils savent comment ça se passe parce que les guerres populaires, les gens nous ont gagné. La guerre, la lutte contre le terrorisme a été gagnée comme ça. C'est-à-dire que tant que vous n'impliquez pas entièrement les populations, vous n'arriverez jamais à la fin. Maintenant, il y a une autre arme dont a fait cas mon cher petit frère Zaïda. C'est la question de l'approche. C'est-à-dire que l'arme, à elle seule, ne peut pas résoudre la question du terrorisme. Il faut être convaincu de cela. Je crois qu'il faut trouver les mécanismes, les canaux les plus appropriés pour discuter, négocier. Avec... Oui, il faut trouver des gens, même à l'intérieur des théâtres d'opération, on peut trouver des gens avec qui il faut discuter. On ne peut pas se mettre toujours, comme on le disait avant, non, on ne discute pas avec les terroristes. Ça, ce n'est plus réaliste. À partir du moment où on sait que ce sont des Burkinabés. Et puis, deuxièmement, je pense aussi, je trouve que ce que j'ai trouvé d'aussi positif, même parce que je pense que ce n'est pas de la publicité, le déplacement du chef de l'État lui-même sur le terrain, je crois qu'il est passé 2 ou 3 fois. C'est quand même un signe d'une volonté réelle de vouloir vraiment mettre fin à ça. Et ensuite, il y a la communication. Nous sommes des communicateurs. La communication, c'est la partie la plus faible de cette lutte que nous menons depuis plusieurs années. On ne peut pas continuer à garder les choses en secret. Il faut que l'information circule et la bonne information circule. Ce que je demanderai, moi, à mes jeunes confrères journalistes, vous savez, si on est en guerre, le patriotisme doit prendre le dessus sur tout. Et quand on aime son pays, on ne va pas relayer chaque fois les informations qui sont décourageantes. L'information patriotique... Même si c'est la vérité, même si c'est la vérité. La vérité en guerre, c'est quoi? Vous suivez ce qui se passe en Ukraine? Ce n'est pas les occidentaux qui nous donnent des leçons de démocratie, de liberté d'information. Quand vous écoutez tous les médias occidentaux américains, est-ce que vous avez l'impression que la vérité est dite? Ce qui les intéresse, c'est de défendre l'Ukraine. Ce qui doit intéresser aujourd'hui les journalistes, c'est de défendre le Burkina Faso. Ousmane Paré. C'est exact. Mais en fait, tout mon souci,
c'est au niveau des acteurs. Avec le MPP, c'était le même discours. On dit non, défendez parce qu'on est en guerre. Par contre, le problème que les journalistes aussi ont détecté, c'est qu'il y avait du gros mensonge. Et permettez-moi de le dire, c'est pour moi, là où il ne faut pas du tout être optimiste, il faut considérer ces acteurs comme étant les mêmes que ceux qui étaient là auparavant. Pourquoi? Pour moi, ce n'est pas parce qu'ils sont militaires qu'ils sont sains. N'oubliez pas qu'il y a le rapport d'Inata qui dort quelque part. Qu'est-ce qu'on fait de ce rapport? N'oubliez pas que le cas Zungrana, malheureusement, on en parle peu. C'est un problème très profond. N'oubliez pas qu'on a vécu ici la mort d'un VDP, un certain Ladji Yoro. Une mort qui est entourée de beaucoup de choses. N'oubliez pas que quand on parle de corruption, il n'y a pas que chez les civils, mais aussi dans l'armée. Il y a un problème profond, justement. Malheureusement, tout le monde a peur d'en parler. Pourtant, on ne peut pas gagner cette lutte contre le terrorisme dans la compromission. Alors qu'il y a des acteurs qui sont compromis jusqu'au bout. On parle de négociations. On ne dit pas, par exemple, comment est-ce que les négociations ont été menées pour qu'on puisse tenir les élections. On parle des leaders coutumiers, on parle des leaders religieux. Mais il y a beaucoup qui sont compromis dans cette lutte-là. Voilà pourquoi, personnellement, les acteurs qui sont chargés de porter le discours, de mener la lutte, moi, ça m'intéresse. Parce que si vous avez des gens qui sont faux, ils ne peuvent pas du tout mener le combat. Parce qu'ils ont des intérêts qui seront forcément menacés quelque part. Quand on donne de l'argent à des gens pour aller négocier avec les terroristes, et que ces personnes se permettent peut-être de bloquer une partie, les terroristes, de toute façon, ils sauront comment ça s'est passé. Il y a certaines attaques qu'on vit en réalité qui ne sont pas des attaques, mais qui sont des représailles, justement, de ces compromissions. Ce sont des éléments qu'on a. Mais vous savez, ce n'est pas que les civils qui sont impliqués dans ce... Je dis, la question de la lutte contre le terrorisme, là, ce n'est pas quelque chose de très compliqué. On n'avance pas parce qu'il y a plein d'hypocrisie autour de la question. Il y a plein d'enjeux. Il y a des intérêts égoïstes, il y a des intérêts économiques immenses qui sont en jeu. Ce n'est pas que les gens ne peuvent pas, mais ils ne veulent pas ou ils ne peuvent pas parce qu'il y a d'autres intérêts qui sont en jeu. Maintenant, si en tant que population, on s'était, en fait, on fait le nid justement de cette crise-là. Pour moi, on doit être aujourd'hui dans une logique où on doit empêcher tous ceux qui ont une portion de pouvoir, le lieutenant-colonel Damiba en premier, de dormir. Qu'ils dorment avec les cris des populations en détresse, qu'ils se réveillent avec les cris des populations en détresse, qu'ils se disent que autant les gens n'ont pas pardonné à Roch Kaboré, autant on ne va pas lui pardonner. Donc, ce qui va l'amener coûte que coûte tout simplement à gagner la guerre. Alors, juste brièvement, s'il vous plaît. Vous voyez un peu la contradiction qu'il y a à votre niveau. Vous avez tantôt dit que c'est un coup d'État. Ce qui n'est pas le cas. La situation que nous vivons là, il a bien dit que nous sommes dans un coup d'État. Ce qui est tout à fait le cas. Oui, dans le débat. Mais nous sommes dans un coup d'État. Oui. Voilà. Donc, les décisions dont il parle là ne peuvent pas être prises comme si nous sommes dans une insurrection. Pour preuve, nous étant les premiers acteurs de ce changement, entre guillemets, si on n'a pas pris les armes, on est associé à rien, on est au courant de rien. Lorsque tu n'es pas impliqué dans une prise de décision, qu'est-ce que tu dois faire? Tu ne peux que souhaiter ce que le peuple voudrait. Je ne sais pas si moi je ne parle pas de vous. Je parle de ceux qui ont le pouvoir. Mais nous sommes pas. Moi, par exemple, moi, je suis un acteur du MPSR. Je ne suis pas membre du MPSR, mais je suis un acteur. Ça, je ne le savais pas. Nous avons souhaité le changement. Ça, je ne le savais mais il faut pas. que ce changement soit objectif et positif. Ah, là, donc, c'est pour beaucoup de choses. c'est pour te dire que à l'heure où nous sommes là, ce que vous dites là, nous l'avons dit. Nous l'avons dit. Et moi, je l'ai dit. Et je paie le prix aujourd'hui. Je vous dis ça sur l'antenne. À qui veut l'entendre? Cette franchise, je l'ai dit, et je paie le prix, mais j'assume l'entière responsabilité. C'est pour vous dire, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Nous l'avons dit à l'interne, il faut effectivement qu'il y ait des actions et des résultats immédiats. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Lorsque des gens estiment qu'ils sont en train de s'organiser, et que dans tous les cas, ils pourront atteindre l'objectif que les gens souhaitent, qu'est-ce que vous pouvez dire de plus? Non, maintenez la veille, justement, comme une organisation de la société civile devrait le faire. Excusez-moi. Vous savez, vous ne pouvez pas décider. Non, vous ne pouvez pas. Alors nous allons, si vous le permettez, rapidement pour parler. comprendre la situation. Il est du MPSR. Je vous dis, je suis acteur. Il est acteur et non membre. Il est acteur. Oui. Rappelez-vous toutes les organisations de la société civile qui étaient très actives pour le départ de Roch Kaboré. Ce qui fait poser justement toutes les questions par rapport à la sincérité, justement, des militaires au pouvoir. La question qu'on se pose,
Est-ce qu'on a fait pourrir la situation pour s'en saisir? À quelle fin? Quels sont les acteurs politiques dans l'ombre qui poussent les militaires à agir? À quelle fin? La question militaire, l'élève des militaires, ils pourront te répondre. Mais si vous êtes un acteur j'arrive. La civil question avec politique, eux, La question des OSC la peut-être question, la, pourrait- la question politique, Allez-y. son excellence est là, il va répondre en acte politique. Mais en ce qui concerne des OSC. les OSC, je peux vous donner tous les détails. Allez-y, Voilà. nous sommes Là, curieux. je peux vous donner tous les détails. Et à l'heure où je vous parle, depuis le début à aujourd'hui, nous n'avons jamais été impliqués à une quelconque prise de décision. mais vous avez été associé auparavant. J'arrive. Nous n'avons jamais été associés à une préparation d'un coup d'État. Mais par contre, on avait souhaité le changement parce qu'il y avait un problème. Que tout le monde, les gens avaient peur de dire, les gens avaient peur, les gens avaient, non, pas une connexion. Moi, j'ai toujours tenu une position qui est de dire la vérité, rien que la vérité. Quand ça ne va pas, il faut l'accepter. Mais nous n'avons pas été associés à une préparation d'un coup d'État. Mais nous avons souhaité qu'il y ait un changement vis-à-vis de ce que nous vivons au Burkina Faso. Évidemment, ce changement est intervenu. Et vous avez applaudi. J'arrive. Ce changement est intervenu. Lorsque vous souhaitez quelque chose, un changement pour résoudre un problème, et que ce changement intervient, qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez vous mettre en marche? Non. Voilà pourquoi on a dit, c'est vrai ce qui est arrivé là, c'est ce qu'on souhaitait que ce changement ait lieu, mais pour la seule et simple raison que la question de la sécurité et la paix puissent être les deux moteurs afin que le peuple puisse être restauré. Mais lorsque vous n'êtes pas associé à une prise de décision, vous allez forcer quelqu'un? Non. Dans tous les cas, comme vous l'avez dit, on va plus loin dans le débat sur les questions qui vont tourner autour de cela. Mais je peux vous dire que je ne défends pas les militaires. Alors, j'entends plusieurs fois Pascal Zaïda dire nous n'avons pas été associés. Vous n'êtes pas membre, vous êtes acteur, vous n'avez pas participé au coup d'État, mais pourquoi vouloir être associé? Tous ceux qui ont souhaité le changement, dans tous les cas, comme je l'ai dit sur le RFM, personne au Burkina Faso ne peut me défier, ne peut dire le contraire. J'ai été le premier à payer le prix et à subir lorsque j'ai décrié d'abord. Parce que vous savez, tout ce qu'on vit aujourd'hui là tire sa source depuis l'insurrection de 2014. On a mal géré l'insurrection. Lorsque le président Kaboré est arrivé, il y avait des éléments de base sur lesquels il devrait s'appuyer pour éviter ces erreurs. Malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé? Il est tombé dans ce piège. Et ceux qui l'ont fait confiance, il l'a mis autour de lui en décembre, sont venus lui faire un tapé d'eau. Notre souhait là, c'est qu'on arrive à quelque chose. C'est quelque chose-là, tout le monde veut la paix et la sécurité dans ce pays. Donc, Je vais quand même te dire un mot. Bon, non, oui. Voilà, bon, voilà. Non, absolument. Bon, moi, je suis un patriote, c'est tout. Voilà, je n'ai aucune acquaintance avec qui que ce soit. Je suis conscient que notre pays traverse un moment difficile. Moi, je me mets dans une posture optimiste, hein, tout en comprenant les désarrois de ceux qui sont sur le terrain. C'est pourquoi je vous dis, donnons-nous le temps, mais ce n'est pas un chèque en blanc que nous donnons au pouvoir de la transition. Il faut qu'à travers leurs actes, nous soyons convaincus chaque jour que demain sera meilleur. Et que, au bout d'un certain temps, et moi je reste optimiste, nous viendrons à bout contre le terrorisme. Mais on ne peut pas demander, c'est ce que je reste convaincu, même si ce sont les mêmes acteurs qui étaient sur le front avant l'avènement du 24, donnons-leur le minimum de temps pour qu'ils s'organisent et qu'ils affichent des résultats. S'ils n'affichent pas de résultats, il est évident que la même situation, on dit les mêmes causes produisent les mêmes effets, vont arriver. Mais personnellement, je reste optimiste et je n'ai pas de raison de ne pas croire. Ce dont je souhaite le plus, c'est qu'il y ait une cohésion au sein de l'armée. Parce que, entre autres, s'il y a eu peut-être des difficultés à lutter contre le terrorisme, je me suis dit parce qu'il y avait une espèce de cacophonie au sein de l'armée. Il faut travailler, pour moi, c'est primordial. Si au sein de l'armée, au sein des états-majors, les gens ne parlent pas le même langage, si également aussi, on ne met pas les gens là où il faut, là, effectivement, nous courons tout droit au mur. Mais pour le moment, faisons-leur confiance et puis encourageons ceux qui sont au front. Ayons toujours une pensée, comme vous le dites, pour tous ceux-là qui aujourd'hui encore subissent, malheureusement, ces attaques vraiment dramatiques.
Alors nous passons à présent au deuxième sujet de ce débat qui porte sur la désignation des représentants de l'Assemblée législative. Le processus de désignation est enclenché depuis plusieurs jours. Certaines régions ont désigné leurs représentants, non pas sans contestation, dans les hauts bassins, le centre-nord, le centre-ouest, le nord, pour ne citer que cela. Il y a eu des couacs. Alors, la question, elle est pour Ousmane Paré. Paré, comment comprendre qu'une désignation de député sous la transition, si on peut le dire de manière simplifiée ainsi, puisse causer autant de désordre? Non, je crois que, oui, quand vous dites désordre, ça permet de mieux comprendre un peu la situation. Sinon, la polémique, les débats, j'allais dire que c'était normal. Mais vous faites bien d'employer le mot désordre parce qu'en réalité, on a affaire à des acteurs qui sont mus par d'autres intérêts. En fait, tout sauf la patrie, tout sauf les intérêts de la nation. Il y a eu l'expérience, les gens ne le cachent pas, hein, pas du tout. Il y a eu l'expérience de 2014. Les gens étaient jaloux de voir que d'autres ont quitté leur vieille moto Krypton, permettez-moi de citer ça, pour en quelques mois s'acheter de grosses voitures et se construire de belles villas et changer carrément de vie. Et prendre des deuxièmes femmes. Des deuxièmes femmes, etc. Donc les gens ont encore ça en mémoire. Et les gens se sont dit, voilà une occasion à ne surtout pas rater. Voilà la disposition d'esprit dans laquelle se trouvent beaucoup de personnes. C'est vrai qu'il y a des acteurs politiques qui essaient de récupérer parce que l'enjeu est énorme. Si vous êtes absent des élections qui vont venir. Il y a cet enjeu-là. C'est purement politique. Ce n'est pas forcément les questions pécuniaires. Non. Il faut être là pour être associé à tout, pour balancer un peu sur les décisions. Mais il y a ceux-là, surtout, et peut-être Zaïda pourra revenir là-dessus, surtout pour ce qui concerne les acteurs de la société civile, des gens qui ont vu un jackpot dont il faut systématiquement, voilà, justement, saisir. Donc, c'est ce qui est désolant. Et les gens ne le cachent pas. Les gens sont aujourd'hui prêts à tout, je le dis, absolument à tout, et pour garantir leur place au niveau donc, de cette assemblée-là. C'est triste. Et ça révèle en réalité notre vraie face, en fait, notre face hideuse, pour dire qu'on se bat, on dénonce le terrorisme, on critique en réalité. Au patriotisme. Mais on est tous des terroristes, quoi, d'une certaine manière. C'est triste. Alors, Luc Adolphe Thiaw, êtes-vous représentant à l'Assemblée législative? Si oui, comment est-ce que le processus de désignation a été opéré? Bon, disons que je fais partie des autres partis politiques, qui est un groupe plus ou moins informel. La désignation en tant que telle n'a pas posé de problème, au moins il fallait le faire. Puisque nous nous sommes réunis le 1er février, on a convoqué une assemblée générale, parce que lorsqu'on a fini les assises aux environs de 22 heures, le maître de cérémonie a annoncé qu'il fallait envoyer la liste de vos représentants, ils étaient là, au plus tard le vendredi. 17h. À 17h. Donc, sans un papier. Bon. Donc, moi, dès le lendemain, j'ai convoqué une rencontre, parce que je me suis dit, on est aujourd'hui mardi, et mieux vaut tenir la rencontre. Si jamais il y a des contestations, pour qu'on ait le temps de régler la situation avant d'aller déposer les listes. Donc, le premier, nous nous sommes retrouvés. Il y avait une vingtaine de présidents de partis politiques donc, qui se réclament donc, les autres partis politiques. Et nous avons échangé sur la procédure. Parce que c'est ça. Parce qu'en fait, nous reviendrons là-dessus. Je pense qu'il y a eu quelques manquements dans le processus. Alors, nous nous sommes dit, en nous basant seulement sur les critères succincts de la charte, donc, dit maintenant, quelle procédure utiliser pour désigner les représentants? Vous imaginez 2, or on est une vingtaine. Alors, certains ont proposé des tirs au sort, d'autres ont proposé des bulletins au vote secret ou bien des volontaires. Et puis finalement, il y a une personne qui a proposé qu'on tienne compte de 2 éléments, des anciens, puisque le groupe est formé à la fois d'anciens et de jeunes.
Alors il a demandé que les jeunes se retrouvent entre eux pour désigner leurs représentants et que les anciens en fassent de même. Les anciens, on n'était pas très nombreux, en tout cas moins d'une dizaine, nous nous sommes retrouvés dans une salle à côté. Et bon, tout de suite, comme c'est moi qui suis le coordonnateur, voilà, de ces groupes, j'ai donc demandé aux uns aux autres comment procéder. Et le docteur Ablassé Ouedraogo a été le premier à prendre la parole tout de suite pour dire, bon, écoutez, Excellence, si ça ne vous intéresse pas d'être candidat, moi, je serai candidat. Bien. Et ensuite, on a passé la parole. Tout le monde était pratiquement, voulait être donc, voilà, sauf une ou deux personnes, je crois. Alors, après le débat, finalement, le consensus se fait autour de moi. Donc, il y avait un encore qui résistait. Et après, il dit non, en réalité, bon, voilà, il tenait vraiment à y aller. J'ai dit, bon, moi, je pense que j'ai encore l'énergie, j'ai l'expérience. Et puis, bon, rien ne m'empêche sur le plan juridique, donc, de me présenter, donc, d'aller à l'Assemblée législative. Donc, c'est ce que c'est fait. Donc, il y a eu un consensus autour de ma candidature. Tout le monde m'a donc félicité. Et après, bon, nous sommes allés voir les jeunes. Eux, ils sont passés plutôt au vote. Et ils ont voté la deuxième personne qui était Sanogo Drissa. Et on a dressé un procès verbal. Bon, à ma surprise, après, j'ai vu que 2 ou 3 jours après, certains, alors je ne sais pas d'où ils ont inventé cette histoire, m'ont remis en cause, ont même associé de façon injuste à Blasé, parce qu'il n'avait rien à voir avec ça. Et on a tenu des conférences de presse. Bon, je pense que la situation est tellement importante que se ruer dans un débat de chiffonnier, de salir, nuire l'image de quelqu'un pour pouvoir effectivement pouvoir rentrer dans cette assemblée, ce n'est pas du tout bien. Moi, je pense que j'ai tous les droits et j'ai une envie. Il n'y a pas de raison qu'on m'empêche de pouvoir le faire. Et j'ai été candidat aux élections législatives 2020. Candidat malheureux, mais néanmoins j'ai été candidat. J'aime servir mon pays. Mais ceci étant dit, c'est vrai, c'est désolant ce qu'on a vu. On en a déjà, lors des assises, on voit les choses venir. Alors, il faut que ceux-là qui seront retenus, je ne sais pas si je serai retenu en définitive ou pas, ça n'a pas d'importance. L'importance, c'est de pouvoir servir son pays. Mais il va falloir, ça veut dire qu'il y a un travail de fond qui doit être fait. Parce que la mentalité, la rupture souhaitée par le MPSR, il y a encore du chemin à faire. Alors, Pascal Zaïda, au niveau des organisations de la société civile qui ont 13 représentants, comment les choses se passent ou se sont passées? Oui, merci. Je voudrais repartir un peu en arrière pour que les gens comprennent les difficultés qu'il y a au niveau des régions. Je pense que pendant les assises nationales, il y avait un problème de définition sur ce qu'on appelle les forces vives. Je parle sous le contrôle donc de son Excellence Thiao. Et on n'arrivait pas à trouver une réponse appropriée. Et le président des assises nationales, qui a son Excellence Tertus Zongo, a demandé au gouverneur, dites-nous concrètement, lorsqu'on parle de forces vives, c'est qui? Les gouverneurs ont dit que si on parle de forces vives dans une région, c'est tout le monde. C'est la réponse qui a été donnée dans la salle. Donc c'est normal qu'aujourd'hui, on ait un problème au niveau des régions, parce que tout le monde, que vous soyez politique, civil, militaire, religieux et société civile, vous êtes aussi impliqués donc dans ce choix. Voilà pourquoi il y a ces difficultés. Maintenant, pour revenir donc sur la question des 13 éléments, pour les OSC, je crois que le vendredi surpassé, autour de 22h30, j'ai reçu donc, d'abord j'ai reçu des appels manqués, après j'ai procédé à un rappel. C'est un membre du MPSA qui m'a dit, écoute Zaïda, bon, le MATD va t'appeler demain, et il va falloir que vous trouvez un titulaire et un suppléant pour faire partie donc, aux organes donc, de la transition. Il faut vous mettre de côté, vous pouvez être utile à quelque part. Je demande à cette personne-là, est-ce qu'on peut moi m'imposer un choix? Je ne peux pas m'imposer un choix. Voilà. Si vous demandez à ce que la structure désigne des gens,
La structure, elle est souveraine. Elle va aller désigner qui elle veut et puis bon, on va transmettre les dossiers. Et c'est vrai que j'excuse les gens qui nous regardent. Hein, bon, je ne sais pas mentir dans ma vie. Voilà, ça n'a pas été aussi simple. Et le samedi matin, autour de 10h, j'avais une réunion à 11h. Le SG du Matede m'a appelé pour dire, écoute Zaïda, bon, ta coordination a été retenue pour un siège. Il faut passer donc... D'abord, il a demandé, il a dit que les critères là, c'est long. Si je peux te dire ça au téléphone, je dis non, par respect pour vous, je vais passer récupérer. Donc j'ai fini ma réunion, je suis passé donc après 11h au Matede. Effectivement, ils ont remis donc les critères de désignation, une photocopie légalisée du CNIB, de l'acte de naissance, certificat de nationalité, casier judiciaire, un CV, une attestation de la structure donc, qui vous donne mandat pour être titulaire ou suppléant. Nous, à notre niveau, nous sommes réunis le dimanche donc, à Espace, aux Jardins 2000. Et c'était un débat. À la fin, ils ont dit, écoute Zaïda, on t'attribue la paternité donc, de ce poste. Personne ne peut nier que ce poste revient. Ensuite, il y avait également des gens qui voulaient être suppléants. Et là également, on s'est accordé. On a fait donc un PV avec une liste de présence. Et dès lundi, j'ai appelé Koudougou pour qu'on me prépare mon casier judiciaire. Le casier judiciaire est arrivé. Et le mercredi matin, j'ai donc rencontré le suppléant à Koulba. J'ai pris les dossiers et je suis allé donc déposer ça le mercredi au Matede, où on nous a délivré donc une décharge. Voilà. Je suis signé, M. Zaïda Pascal, porte-parole de la coordination nationale pour une transition réussie CNTR, certifie avoir déposé ce 9 mars 2022 les dossiers de titulaire M. Zaïda Pascal, suppléant Richemont Jean Bosco, au titre de la désignation des membres de l'ALT. En fait de quoi, la présente décharge a été établie pour servir et voilà ce que de droit. Donc à partir de là, il y a eu également des camarades des différents OSC qui sont allés déposer. Bon, moi j'étais à Kourougou depuis hier. Hein. Voilà, c'est depuis hier, nous également, j'ai eu des appels de gauche à droite pour dire qu'il y a une enquête de moralité. On appelle les gens pour une enquête de moralité à la gendarmerie. J'ai dit, bon, moi je n'ai pas encore été appelé. Je n'ai pas encore été appelé. Et ce matin encore, j'ai insisté. Je crois qu'au niveau des OSC, des gens ont été contactés dans ce sens. Jusqu'à l'heure où je vous parle, moi je n'ai pas encore été appelé par qui que ce soit pour une enquête de moralité. Je ne sais pas. Dans tous les cas, on a demandé à la structure de désigner quelqu'un. Ça a été fait selon les règles de l'art. Les conditions également, nous avons rempli toutes les conditions. Bon, maintenant, comme vous l'avez bien dit, c'est un coup d'État. Peut-être la décision revient à un autre niveau où personne ne peut décider que Zera ne peut pas faire partie de ce CNT. Mais dans tous les cas, tout ce que Dieu fait est bon. Mais parce que Zaïda, pour revenir justement vous avez expliqué le processus. Il me semble que les assises ont décidé que les OSC se regroupent, se réunissent et désignent 13 personnes. Non, ça n'a jamais été dit là. Ça n'a jamais été dit aux assises. Et vous jugez normal que le MPSR contacte les différents OSC? Madame, je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer. Son Excellence est là. Au cours des assises, il y a eu les quotas qui ont été donnés. Il y avait même la diaspora, il y avait les recrutements féminins ou autres. Alors, il y a eu 21 qui ont été attribués au président de la transition. Et le président des assises nationales, son Excellence Tetu Zongo, a dit il y a d'autres composants qui peuvent se retrouver à ce niveau. Maintenant, les OSC spécifiques, entre guillemets, si on peut le dire, nous on appelle ça OSC spécifiques, c'est ceux-là au moins qui ont risqué leur vie pour décrier la mauvaise gestion du pouvoir Kaboré. Non, les OSC, c'est les OSC. Et c'est ça, il n'y a pas d'OSC spécifique. C'est pas une. Oui. En fait c'est ça qui fait qu'aujourd'hui. Non. Écoutez bien. Écoutez très bien. Monsieur Paris. Oui. En 2014, lorsqu'il y a eu l'insurrection, j'arrive. J'arrive. En 2014, est-ce que je peux parler? Allez-y. En 2014, lorsqu'il y a eu l'insurrection, il y a eu une part attribuée aux OSC. Pourquoi ces parts ont été attribuées? Aux OSC, vous avez dit? Aux OSC? Oui. Moi, Zaïda, j'étais contre les... OSC insurgés. Non, ce n'était pas les OSC insurgés. Moi, Zaïda, j'étais contre ça, contre l'insurrection. Je n'ai 10 mots, j'ai assumé, c'est le prix que je dois payer. De 2000
15 à aujourd'hui, il y a des gens qui ont pris position par rapport à la mauvaise gestion du pouvoir. Voilà pourquoi nous avons dit, et je paie encore le prix lorsque j'ai dit que même les militaires sont complices avec les partis politiques, parce que personne n'a osé lever le doigt pour décrire la mauvaise gestion du MPP. Il aurait fallu que nous payons le prix pour que vous veniez aujourd'hui récupérer la manne. Il faut l'accepter. J'arrive. Si vous voulez comprendre, je vais vous expliquer. J'arrive. À ce niveau, on ne revendique rien. Mais nous sommes aussi dans un espace. Mais ça a tout l'air On se d'être connaît. le contraire. Non. Je vais vous expliquer quelque chose. J'ai eu des joueurs aujourd'hui qui m'ont dit Zahra, j'ai été appelé à 1h du matin par la gendarmerie. Moi, je n'ai jamais été appelé. Si mon dossier est écarté, alhamdulillah, je vais continuer à me battre comme je l'ai fait toujours. La récompense, elle est divine. Ce n'est pas vous ou Paris ou son excellent qui va s'en pour dire. Mais lorsque vous dites que des OSC si vous voulez comprendre, si vous voulez, Madame Diasso, si vous voulez comprendre, laissez-moi aller jusqu'au bout. Il y a des informations que je suis en train de dire. Vous n'allez jamais avoir ça. Allez-y, désolé. Autrement, si vous me trompez, j'arrête de parler aussi. Pascal Zaïda. Est-ce que vous comprenez? On a dit il faut l'inclusion à tous les niveaux. Mais quels les militaires qui ont pris les armes pour renverser le pouvoir là, ils n'ont qu'à penser à ceux-là au moins qui ont risqué leur vie. Voilà pourquoi il y a des structures spécifiques qui ont été identifiées à travers moi, mon groupe, le groupe de Hervé Ouattara et Masset Ankwano, le groupe de colonels Kendebego Adama, les Lota et autres, et le groupe des Drabo et les Valentins. Maintenant, on se trouve que dans ces groupes-là, il y a eu des gens qui se sont ramifiés pour encore dire qu'ils se réclament de ceci-là. Après, vous avez les handicapés, vous avez les structures féminines ou autres. Donc, on a tout simplement dit, on veut l'inclusion, mais regardez comment on peut faire pour que chaque composant de la société puisse se retrouver. C'est comme ça que ça s'est passé. Personne n'a revendiqué plus. Maintenant, je trouve que ce qu'ils ont partagé aux gens, à ce que je sais, ce qui m'est revenu comme information, à l'intérieur encore, il y a un débat. Mais est-ce que nous allons dire quoi? On ne peut que regarder les choses suivre son cours. Je voulais juste apporter une précision, en fait, à ce que vous dites. C'est exact ce que vous dites. Mais je voulais qu'on fasse la part. Il y a 13 pour les organisations de la société civile. Maintenant, ce que vous appelez OSC spécifique, ça, c'était une requête pour que le lieutenant-colonel Damiba puisse prendre en compte. Je crois qu'il a 21. Je crois que c'est à ce niveau. Parce qu'au niveau des organisations, ce que j'ai comme information, au niveau des organisations de la société civile, on a demandé à ce que les organisations s'organisent pour apporter les 13. Les 13 non. Certainement que vous, ce que vous dites, ça va être pris en compte au niveau donc de la liste du président Damiba. Mais quand cela ne tienne, je voulais juste faire quelques observations. C'est tout le problème justement qu'on a et c'est ça qui va nous clouer davantage. Depuis Sourok Kaboré, j'ai dit il faut qu'on arrive à une conception de l'État où on n'a pas le pouvoir de Roch Kaboré, on a le Burkina. Tant qu'on ne va pas se mettre en tête qu'on a un pays et que c'est ce pays qu'on doit défendre, je crois qu'on n'est pas encore sorti de l'ornière. Encore en principe, avec l'adoption de la charte, avec l'adoption... Non, vous m'excusez. Non, en fait, nous sommes sur les antennes. Les gens sont en train de regarder partout dans le monde. Il faut comprendre une chose. Oui. Il y a 21 personnes qui sont attribuées au président de la transition. Oui. Le président Damiba appelle qui il veut. Tout à fait. Il y a 13 qui sont attribués aux organisations de la société civile. Parmi ces 13, il y a les OSC spécifiques dont je vous expliquais tantôt. D'accord. Et je vais très loin. Alors, on a la chance d'avoir je vais très loin. Des assises qui pourra peut-être donner... Est-ce que vous voulez comprendre? Non, Pascal, non. Je pense que le débat soit utile pour les téléspectateurs qui nous suivent. Hein? Bon, moi, je pense que ce débat-là ne nous font pas avancer. J'ai cru que, lorsque vous avez dit qu'on va parler un peu de l'Assemblée législative transitoire, c'est parler vraiment de ce que nous attendons. Mais parler des désignations, même en démocratie, vous savez, les batailles qui se passent quand il faut désigner des candidats pour pouvoir compétir. Donc vraiment, ça c'est un débat pour moi qui n'est pas important. Que des gens aient une idée au départ de rentrer à l'Assemblée parce qu'ils pensent qu'ils vont améliorer leur... Vous ne pouvez pas empêcher les gens d'être ce qu'ils sont. Moi, je souhaite simplement, je souhaite, parce que je pense qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps, que cette Assemblée législative transitoire, qu'on transforme même les gens qui rentrent à l'intérieur parce qu'ils veulent et pensent qu'ils vont pouvoir avoir du gâteau, qu'on transforme leur mentalité pour qu'ils deviennent des patriotes pour servir le pays. C'est comme ça. Et ça, elle doit faire la différence avec les autres. Autrement, vous ne pouvez pas empêcher quelqu'un. S'il dit qu'il a envie d'aller à une assemblée, bon, tant bien. Alors, donc moi, je souhaite seulement que ce soit une assemblée législative vraiment qui prenne à cœur le problème de Burkina. Mais laissez-moi vous dire une chose.
Lorsque la question de la gratuité s'est posée, j'ai été celui qui a émis un doute sur cette question. J'ai dit, vous savez, on ne sommes plus en 1983 sous Sankara, où on était prêt à tout donner gratuitement. Le monde a changé, le monde évolue. Les gens ont des charges. Vous n'allez pas demander à quelqu'un de venir siéger dans une assemblée et de lui dire de faire un travail gratuit. On peut le dire, c'est du populisme, mais ce n'est pas de la réalité. C'est la voie ouverte à la corruption. Si vous n'avez pas, vous êtes dans une instance, vous êtes dans un gouvernement et que vous n'avez pas le minimum, vous allez céder à la corruption parce qu'elle est très forte. Donc, qu'on donne un minimum aux députés. Le plus important, je connais d'insister, il faut que maintenant, à l'intérieur, il y ait une ambiance telle que on sente que les gens sont là pour faire avancer la cause de la nation et non, ils sont là parce qu'ils veulent les avantages matériels qui sont passagers. C'est quoi? C'est une transition de quoi? De peut-être même en 24 mois, on aura fini, ou 30 mois. Alors, il faut faire en telle sorte, et j'espère que surtout ceux qui vont diriger cette assemblée puissent instaurer un climat de consensus. Nous ne sommes pas dans une assemblée classique où on aura des opposants et on aura donc des gens qui sont de la majorité. Je pense que tous ceux qui sont dans cette assemblée, ils ont comme objectif d'accompagner le système vers la restauration de notre pays, vers la sauvegarde de notre pays. En tout cas, c'est le vœu que nous formulons à l'attention de toutes ces personnes qui ont été désignées pour être représentants à l'Assemblée législative. Malheureusement, nous sommes au terme de cette première partie de l'émission consacrée au débat. Nous aurons l'occasion de revenir sur les missions qui seront assignées à l'Assemblée législative et ce qui est attendu des députés au cours de prochaines émissions. Merci à Pascal Zaïda, merci à Luc Adolphe Tiao, aussi merci à Ousmane Paré. Avant de vous libérer, nous allons suivre le « Ils ont dit ». Nous avons, mon équipe et moi, pris l'engagement devant le chef de l'État de travailler avec abnégation à soulager les souffrances des populations et de restaurer notre pays dans ses limites territoriales. Même s'il est vrai que ce retour à la fonction s'apparente à une continuité, j'ai bien conscience qu'il s'agit d'une mission d'une toute autre exigence, celle d'un contexte historique marqué par une volonté de rupture et de refondation pour satisfaire aux profondes attentes de notre vaillant peuple. Après avoir longuement mûri l'offre faite par le président du Faso de reprendre fonction au département de la Défense, j'ai acquis la ferme conviction de l'accepter, tout en mesurant les enjeux et les délicates exigences qui s'imposent à notre nation. Cette mission que j'accepte volontiers est pour moi la marque du patriotisme qui a jalonné tout mon parcours d'officier, de chef militaire et de haut cadre des Forces armées nationales. Si j'ai fait le choix de répondre à l'appel du MPSR ainsi qu'aux attentes de notre nation en péril, c'est bien à raison des fortes convictions qui sont les miennes. Je voudrais ici réaffirmer ma ferme détermination à accomplir cette nouvelle mission afin de réussir la transition en conformité avec l'agenda et la charte adoptée. Votre abnégation et votre résilience ne sont plus à redire. Je suis non pas au pied du mur, mais au pied de la montagne, celle des défis colossaux que vous êtes en train de gravir jour et nuit, et cela depuis longtemps. L'éducation ne doit pas être une question superficielle. Elle est l'une des clés de notre futur. Comme un serviteur, je viens humblement joindre mes mains aux vôtres pour affronter les grands défis de notre noble ministère. Je prends ma fonction dans un contexte particulier. Je m'engage d'ores et déjà à faire du dialogue et de la concertation un outil de travail pour surmonter les difficultés courantes.
Les chantiers sont nombreux et gigantesques, dans un contexte national et international difficile, marqué par de nombreux enjeux et défis. Ce faisant, je sais que je peux compter sur votre franche collaboration et votre engagement autour des valeurs de refondation de notre État et celle de l'amélioration de la gouvernance. Dans la reconquête de la sécurité et du bien vivre ensemble dans notre pays, le ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale a un rôle contributif fondamental, dans la mesure où les germes de l'insécurité ainsi que la dégradation du climat social sont tributaires à l'injustice, au clanisme, à la corruption, à l'impunité, à l'individualisme, à la stigmatisation, à la politisation de l'administration publique, à la mauvaise gestion, au manque d'exemplarité, à la paupérisation générale, au manque d'écoute et d'humilité des représentants, etc., le ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale doit contribuer ardemment à combattre ces maux pour une société de paix véritable. Je salue à sa juste valeur les sacrifices des différents ministres successifs de la fonction publique. Au vu de ce qui précède, je vous exhorte, chers vaillants collaborateurs et collaboratrices, à servir ni l'individu seulement basier, ni sa famille et amis, ni un groupe, mais à servir plutôt la nation, avec engagement, détermination et esprit de sacrifice. C'est parce qu'il a plu à Dieu d'autoriser que les chemins soient multiples. Donc de ce point de vue, c'est à nous de savoir comment est-ce qu'on peut harmoniser les différentes visions pour trouver un dénominateur commun dans toutes ces religions qui nous permet de vivre en réalité ensemble. Il en est de même des groupes socio-ethniques qui sont 66. Comment est-ce qu'il faut faire pour que, en plus, en dépit des difficultés que nous vivons aujourd'hui, non seulement nous puissions trouver des solutions, mais que ces solutions nous amènent à vivre davantage dans la plénitude par rapport à ce que nous avons vécu il y a 40 ans. Ça veut dire qu'il faut ajouter plus de valeur ajoutée, plus de valeur donc, à ce que nous faisons pour que, n'est-ce pas, des crises que nous vivons puissent naître, par exemple, ou puissent subvenir des lendemains bien meilleurs. Ce n'est pas mauvais de faire l'uniforme pour les femmes, ce n'est pas ça. Mais il ne faut pas que le problème d'uniforme soit une raison de conflit entre une femme et son mari. Il ne faut pas que le pain parce que je n'ai pas eu le pain de 8 mars, je ne fais pas la cuisine ou je ne fais pas ça. Il faut que les femmes comprennent. Et moi, je dis souvent quand j'ai des causeries avec les femmes, pour dire, aujourd'hui c'est le 8 mars. Je vais tellement m'occuper de mon mari que lui-même il va savoir que, franchement, il y a quelque chose. L'homme, c'est un éternel enfant, c'est un gros enfant, il faut le flatter. C'est ça le Burkinabé. On n'a pas encore dans notre mentalité l'idée que tout le monde doit aider les autres qui sont en situation de difficulté. Les gens pensent qu'il faut laisser aux autres, c'est pas mon affaire. Et cet égoïsme-là, si on n'arrive pas à sortir de l'égoïsme dans lequel on est, nous étions plus pauvres que ça en tant que pays, mais on arrivait à s'entraider. Actuellement, les gens deviennent de plus en plus riches, mais ils deviennent de plus en plus individualistes et égoïstes. Et c'est ça, sur ça qu'il faut agir, parce que ces gens-là, ils ne sont pas partis pour 1 an, ils ne sont pas partis pour 2 ans. Il y a des gens qui ont quitté leur maison. Donc, si c'est un problème qui va être dans la durée, il faut que les stratégies d'action soient dans la durée.